confrontation que je voudrais faire, c'est la dernière fois. Cette confrontation, je voudrais la faire en prenant deux exemples qui paraissent Premier exemple, je dirais, qu'est-ce que la dégradation d'un personnage au cinéma? Pourquoi ça m'intéresse? D'abord parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant comment un art représente la décomposition, la dégradation. C'est pas gay comme si ça ne veut pas dire du tout que pessimiste ou prophétique. Tout ça, c'est des phénomènes qui peuvent intervenir. Hein. Je voudrais là faire une épreuve de la différence entre expressionnisme, naturalisme et réalisme au niveau de ce cas de la dégradation. Et puis, de la dégradation d'un personnage. Et puis, deuxième exemple clé, je voudrais considérer un problème que j'ai presque pas abordé, même que lorsque je parlais du gros plan, je l'ai abordé très furtivement, mais qu'on va avoir à aborder peut-être de plus en plus, qui est le problème de l'acteur et du jeu. Et donc, je voudrais me demander très rapidement, bon, comment on joue un acteur expressionniste, comment on joue un acteur naturaliste, comment on joue un acteur réaliste. Il va trop de soi que ce n'est pas une liste exhaustive des modes de jeu de l'acteur. Car il n'y a pas de liste exhaustive des modes de l'acteur. Et en plus, je ne peux même pas dire que ces trois cas soient particulièrement intéressants. Il me semble que ce qui est intéressant dans le jeu de l'acteur ou dans les problèmes de l'acteur, ce sont des choses qu'on ne pourra saisir que plus tard, donc sans doute jamais, puisque l'année sera finie. Si on pourra saisir aussi, peut-être la prochaine fois. Je dis très vite pour la dégradation. La dégradation expressionniste, comment vous la reconnaissez? C'est comme une histoire de tableau, tout ça. Comment vous reconnaissez un peu bon? Qu'est-ce que c'est une dégradation expressionniste? Ben, il faudrait dire, ben, je ne sais pas, en fait, ce n'est pas une dégradation. C'est vraiment, et là j'avais abordé ça, mais je regroupe là, parce que je le souhaite, c'est une espèce de chute. Les grands expressionnistes, ils ont reproduit la dégradation du personnage comme étant une chute. Chute dans quoi? Chute dans des ténèbres de plus en plus intenses. Comme si le personnage était attiré, aspiré par une sorte de trou noir. C'est une chute. Bon. Alors cette chute, elle se fait comment? Se fait notamment par quelque chose qui concerne aussi le jeu de l'acteur, la fameuse utilisation de la diagonale. Le corps s'inscrivant, l'acteur expressionniste, une des choses que l'acteur expressionniste a su introduire, non seulement au théâtre, mais pleinement au cinéma, et sans doute plus au cinéma encore qu'au théâtre, c'est habiter la diagonale avec tout son corps. Soit la diagonale arrière de Nosferatu qui meurt au petit matin, soit la diagonale avant du dernier des hommes, au moment de son désespoir, une espèce de utilisation très riche, très belle de la diagonale, car comme ils disent, la diagonale est la véritable ligne de l'intensité. Mais de l'intensité quoi? De l'intensité de la chute. Bon. Donc, à la limite, ce n'est pas une dégradation qu'il y a dans l'expressionnisme. Ça ne deviendra une dégradation que lorsque l'expressionnisme sortira de ces espaces quelconques, de ces espaces ténébreux enfumés, pour conquérir un certain réalisme social. Alors à ce moment-là, il gardera toutes sortes de données de détermination expressionniste,
mais les faisant jouer dans un espace-temps déterminé, dans un milieu déterminé, alors la chute expressionniste pourra prendre l'aspect d'une dégradation. Et ce sera le cas de Loulou de Pabst, du dernier des hommes de Murnau, qui sont les grandes dégradations expressionnistes. Au point que, si vous voulez, là, je dis des choses très très rapides, si vous vous rappelez l'opposition que j'avais établie entre ce que j'appelais l'abstraction lyrique de Sternberg et l'expressionnisme, opposition qui était vraiment très violente. L'objection que vous aviez sûrement dans l'esprit, que vous avez eu la gentillesse de ne pas me faire, c'est l'Ange bleu. L'Ange bleu qui paraît être un film presque expressionniste et qui précisément raconte la longue histoire d'une dégradation. Or, je dirais que dans l'Ange bleu, là je dirais très vite parce que c'est un point tout à fait de détail, que dans l'Ange bleu, en effet, Sternberg peut non pas du tout faire un film expressionniste, parce qu'à mon avis, ça n'est pas du tout, mais mimer ou rivaliser avec une espèce d'expressionnisme, rivaliser avec ses moyens propres, à savoir l'aventure de la lumière et non pas l'aventure du clair-obscur, mais rivaliser avec l'expressionnisme, précisément parce que l'expressionnisme de son côté est sorti des espaces quelconques en fumée. Et que, alors là, peut se faire une confrontation, où la dégradation du professeur dans l'Ange bleu, que ça préserve tous les professeurs, ça, que la dégradation du pauvre professeur dans l'Ange bleu, qui est là, est typiquement présentée comme la chute dans un trou noir. C'est la dégradation expressionniste. La dégradation naturaliste, elle est tout autre. Si vous prenez les grandes dégradations Stroheim, la dégradation fameuse des rapaces, ou la dégradation Folie de femme, qui me paraît en un sens parce qu'elle est plus subtile, mais donc en un sens plus importante, même la dégradation du héros de Folie de femme que celle du couple des rapaces. Mais enfin, c'est une dégradation très différente. Je vous rappelle très brièvement la formule, je ne reprends pas toutes ces analyses. Cette fois-ci, c'est la pente de la pulsion. Très différent du thème, là, je tiens, c'est comme des métaphores pour nous guider. C'est pas du tout, ça n'est plus chute dans un trou noir. C'est plus le navire qui coule, là, cette position diagonale qui exprime comme le bateau qui coule, qui est happé. C'est pas ça. C'est la déclinaison, la plus grande pente de la pulsion. C'est ce qu'on a vu quand on a analysé le naturalisme, c'est ce phénomène de l'entropie du monde originaire. L'entropie du monde originaire où la pulsion suit une pente irrésistible, qui va conduire le héros de Folie de femme de la séduction d'une femme du monde, par exemple, à la tentative de viol de la petite débile. Et tout ça, là-dessus mort, et il est jeté, son cadavre jeté aux ordures, la pente de la pulsion. Chaque fois, elle aura arraché un morceau. Car la pulsion, c'est une drôle de chose, car elle a une double, c'est ça l'horreur de la pulsion, et du cinéma de la pulsion. C'est que l'horreur de la pulsion, c'est que à chaque fois, comment dire, elle prend ce qu'elle trouve, et en même temps, et elle ne prend que ce qu'elle trouve, et en même temps, elle choisit un morceau. Elle prend ce qu'elle trouve, et elle choisit un morceau. C'est comme les deux tensions contradictoires de la pulsion. Quoi que je trouve, je m'en contenterai. Ah oui, mais de quoi que je me contente, j'élierai un morceau, j'arracherai un morceau, le mien. Ça, c'est terrible la pulsion. Alors, c'est ça, l'espèce de dégradation. Car je trouverai de plus en plus bas, il faudra que je fouille de plus en plus bas.
c'est la pente irrésistible. Et je prendrai des morceaux de plus en plus avariés. L'espèce de plus grande pente. Sans plus que la dégradation naturaliste, il me semble, est très très différente, conceptuellement et visuellement, par les images, très très différente de la dégradation expressionniste. Et enfin, est-ce que c'est une dégradation américaine? Ben, vous sentez bien, les Américains, non, pour eux, une dégradation expressionniste ou une dégradation naturaliste, pour eux, c'est des trucs à la limite, je me dis, ils ne comprendraient pas, ils comprennent parce qu'ils sont très cultivés, mais c'est pas leur truc. Leur truc, ils se disent, mais ça, c'est des choses d'Européens, c'est pas étonnant que je trouve, dont une grande partie sont des alcooliques, ont fait le manifeste de la dégradation à l'américaine. Et je dirais, ça, c'est la dégradation réaliste. C'est la dégradation réaliste, et c'est une troisième formule. Alors, ce qui serait gai, ce serait, on pourrait, vous voyez, mais c'est inépuisable tout ça, il faut aller vite, parce qu'on pourrait prolonger, c'est pas du tout exhaustif aussi, mes trois dégradations. Hein. Il y en a bien d'autres. Il y a les dégradations symbolistes, il y a les dégradations, et puis il y a peut-être la plus belle, enfin on verra. Mais rien n'est exhaustif de ce que je dis. Hein. Vous pouvez vous-même prolonger ces tentatives de classification. Alors comprenez, dégradation réaliste, je dis, oui, il y a un grand manifeste de la dégradation réaliste à l'américaine, c'est Fitzgerald. C'est Fitzgerald et la fameuse nouvelle. La fêlure. Et je rappelle que la fêlure commence par toute vie, bien entendu, est un processus de décomposition. Alors je dis, bien sûr, le texte de Fitzgerald est d'une beauté universelle, mais je dis en quoi en même temps c'est un grand texte américain. Et quelle tristesse que Fitzgerald n'ait jamais rencontré un grand homme de cinéma. Puisque les films tirés de Fitzgerald sont vraiment des films américains pas bons. Mais ça, tant pis. Hein. Car les films de la dégradation à l'américaine qui feraient écho à Fitzgerald, c'est pas dans les adaptations de Fitzgerald qu'il faut les chercher. C'est dans quoi? Je suppose, c'est pas de très très grands films quand même, c'est dans Lost Weekend, dégradation alcoolique, le film de Billy Wilder, et un peu dans Milos Forman, le vol au-dessus du nid de coucou. Je viens de dire quelque chose qui m'intéresse, Milos Forman, vous voyez pourquoi? Ceux qui font le cinéma américain par excellence, et on va chercher pourquoi, parce que tout ça c'est reposant, c'est des recherches faciles. Pourquoi est-ce que c'est des émigrés de périodes récentes? Pourquoi le cinéma américain par excellence c'est Kazan et toute la suite de Kazan? Hein? Pourquoi que c'est eux qui ont lancé pourquoi que c'est eux le vrai réalisme au cinéma américain? Hein? Peut-être que c'est eux qui font la loi du rêve américain. Hein? Bon, mais la dégradation, alors, la dégradation à l'américaine, c'est quoi? La dégradation, donc, du type SA esprime. Le esprime étant bien pire qu'avant, ou bien même le néant, plus rien. C'est que ça traverse le cinéma américain, ça. Généralement, quand même, avec dégradation, j'aurais pu aussi bien dire les saluts. J'aurais dit, il y a un salut expressionniste, il y a un salut naturaliste, mais c'était moins amusant. Alors, parce que dans le thème américain, hein, il y a le type tout le temps, le type qui craque. Mais il craque d'une manière américaine. Il craque pas comme nous, c'est pas pareil. C'est pas la dégradation de la pulsion, c'est pas la dégradation, il craque comment? Trop fatigué. Ils en ont trop fait. Ils en ont trop fait pourquoi? Pour monter les habitus nécessaires. Et voilà qu'il n'y a plus de raison.
Ils n'en peuvent plus. Fatigue, fatigue. Quelle fatigue. Ça vaut plus la peine. Ils ne monteront plus l'habitus, tant pis. Ou alors, il y a d'autres possibilités, mais on réserve les autres possibilités. Non, non, ils ont tout fait. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et ben oui, ils sont indignes de l'Amérique. Ils sont indignes de l'Amérique, mais l'Amérique en demandait trop. L'Amérique leur disait, quelle que soit la situation, tu trouveras l'habitus. Et tu seras milliardaire, et tu cesseras d'être milliardaire, et tu remonteras l'échelle, et tu descendras l'échelle, etc. Et puis vient un jour, ils n'en peuvent plus, ils restent au même degré de l'échelle. Non, ils disent, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, bon, avec un peu de whisky, et puis voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand Fitzgerald fait ce manifeste merveilleux, sous le titre « La fêlure », qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que c'est la dégradation telle qu'il l'a peint? La dégradation telle qu'il l'a peint, c'est voilà. La situation change, elle ne cesse pas de changer. Bon. Il y a perpétuellement des changements dans la situation. Lui, il fixe un changement qui le concerne. La montée du cinéma. Un changement. Je ne me demandais pas ce qu'était la littérature. J'écrivais, c'était mon affaire. Puis voilà que le cinéma est arrivé. Alors il fallait que je prenne de nouveaux habitus. Qu'est-ce que c'est les nouveaux habitus qu'il fallait qu'ils prennent? Qu'ils deviennent scénaristes? Il a essayé, d'accord. Bon, se faire traiter comme un chien par le producteur, par les producteurs, ça a été l'aventure de beaucoup, y compris de Faulkner. Ils y sont tous passés. C'est la méthode américaine. Quelque chose change la situation, et ben, on cherche l'habitus. On cherche la réponse juste à la situation. Seulement tout ça, c'est très fatigant. Et à mesure que se font les grands changements dans les situations, il y a un processus souterrain, nous dit Fitzgerald, beaucoup plus imperceptible. C'est 1000 petites fêlures. 1000 petites fêlures, des micro-fêlures qui font notre fatigue. Et il y a un moment où ces fêlures s'additionnent. Quand les fêlures s'additionnent, alors à ce moment-là se fait le craquement. On ne peut plus. On sait qu'on est devenu incapable de monter de nouveaux habitus. C'est l'espèce de spirale de la dégradation réaliste. On ne peut plus monter de nouveaux habitus. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Deux solutions américaines. Les deux solutions américaines de la dégradation, j'exclus la troisième. La troisième, c'est remonter la pente. Ça, c'est le salut. Les films américains, le réalisme américain aime beaucoup nous présenter le processus de dégradation, même dans le western. Constater à quel point le western a présenté de très beaux processus de dégradation. L'ancien shérif alcoolique, une des plus grandes figures de la dégradation dans le western, c'est Rio Bravo de Hawks. Il y a l'ancien shérif alcoolique qui compte de la dégradation. Pour boire son petit whisky, est interdit du saloon, et pour boire son petit whisky, doit s'agenouiller devant le crachoir. Oh. Mais dans Fitzgerald, il y a des images tout à fait de cette nature. Mais voilà que les Américains, ils aiment bien ne pas désespérer leur peuple, et voilà que généralement, le héros remonte la pente, même Lost Weekend, hélas, il sera sauvé, alors qu'il ne devait pas être sauvé, c'est pas juste. Il sera l'alcoolique, au bout de sa grande spirale de la dégradation, sera sauvé. Mais
je dis, si on exclut cette solution, qui en est une, mais pas plus, comme ça, si on exclut cette solution, qu'est-ce qui reste? Bon, je dis, eh bien, c'est foutu. Dans le film de Foreman, il y a la commune dégradation du chef indien, qui est une espèce de western en milieu psychiatrique. C'est même l'intérêt de ce film. Il y a la double dégradation du chef indien et du blanc, à laquelle il va échapper, du moins le blanc va échapper par la mort, puisque le chef indien le tue par pitié. Bon, il y a une espèce là, de spirale de dégradation très 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 forte qui fait précisément l'intérêt du film. Mais ça n'est intéressant la dégradation à l'américaine que précisément parce que c'est pas une situation qui vous rend incapable, c'est l'évolution continuelle et le changement perpétuel des données de la situation, c'est-à-dire la spirale, qui vous use de plus en plus, qui vous introduit des micro-fêlures. Je dis ça parce que ça va être très important pour le jeu de l'acteur réaliste, qui introduit en vous des micro-fêlures, vous voyez à qui j'en ai, de quel type d'acteur je veux parler, évidemment des acteurs de l'acteur studio. Introduire dans le type tout un ensemble de micro-fêlures, et c'est de l'ensemble de ces micro-fêlures que tout d'un coup va résulter la dégradation. Ah non, j'en peux plus, je renonce. Ou alors, si ce n'est pas la renonce qui conduit à la mort, ce sera quoi? Ce sera ce que Fitzgerald disait, la seule issue. Un véritable acte de rupture. Un véritable acte de rupture où, finalement, plus rien ne compte. Plus rien ne compte. Et c'est différent de l'autre. Redevenir comme tout le monde. Y perdre tout, à commencer par même perdre le respect de soi-même. Perdre le respect de soi-même pour redevenir comme tout le monde. Et comme dit Fitzgerald, qui termine son texte d'une manière si belle, si émouvante, et si vous me jetez un os à sucer, je vous lècherai la main. Redevenir comme tout le monde. Bon, et c'est ça, faire la grande rupture. Et faire la grande rupture, redevenir comme tout le monde, ou bien se lancer dans une tentative, se lancer dans une espèce d'acte pour rien, sans issue. Survivre. Survivre. Et là encore, je prends des exemples dans le western. Le western nous a ce qu'on appelle précisément le néo-western ou le sur-western, on verra s'il y a raison de faire ces distinctions, nous présente tout le temps le cow-boy vieilli, fatigué, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. C'est fini tout ça. Oh, la loi de l'Ouest, oui, d'accord, oh, c'était dans le temps. Oh oui. Bon, mais il n'y croit plus, il n'en veut plus, trop fatigué. Trop fatigué qu'on le laisse tranquille. Ah, on ne le laisse pas tranquille? Bon, je vous ferai l'acte de survie. Vous voyez, ou bien qu'on me laisse tranquille avec mon whisky, ou bien vous m'embêtez encore, d'accord. De toute manière, j'ai perdu. J'ai perdu, mais je me conduirai comme tout le monde. Je lècherai l'os que vous voulez, je sais que c'est perdu, et j'y vais. Et un des auteurs, je crois, très importants du néo-western, à savoir Peckinpah, est celui qui a poussé le plus loin ce thème de la dégradation. Non seulement dans tous ses films, mais dans ses séries télévisées, notamment dans une grande série qui s'appelait Les Perdants, et où il décrit son héros, son type de héros, tout à fait, et il nous donne la formule de la dégradation à l'américaine. Ils n'ont aucune façade. Ils ne croient plus à rien. Il ne leur reste plus une illusion. Aussi représente-t-il l'aventure désintéressée. C'est ça la rupture. Bon.
une aventure désintéressée. Ou bien on s'écroule dans l'alcool, ou bien on fait une aventure de survivance. Il représente l'aventure désintéressée, celle dont on ne tire aucun profit, sinon la pure satisfaction de vivre encore. C'est belle cette phrase. Sinon la pure satisfaction de vivre encore. Tiens, je vais prendre une café dessus. Bon, voilà, ça c'est la formule de la dégradation réaliste. Vous voyez qu'elle est complètement différente de la dégradation expressionniste et de la dégradation naturaliste. Et du coup, j'enchaîne tout droit. Transposons. Seconde épreuve. Comment est-ce qu'on pourrait définir le jeu de l'acteur réaliste du type SAS, dans la forme SAS, où SA exprime, par différence avec l'acteur exprès. Ah non, j'ajoute quelque chose, là, je fais très vite une parenthèse. Je suis tellement loin d'avoir épuisé les formes de dégradation possibles, que même et avant tout du point de vue du cinéma, pensez, qu'est-ce qu'il faudra dire mais s'il s'agissait de ce sujet-là, je n'ai même pas commencé, car où mettra-t-on une race de grands auteurs qui découvrent alors un autre type de dégradation, qui n'est ni la chute, ni la pente, ni la microfêlure, c'est-à-dire la perte d'habitus, à savoir, et là vous voyez tout de suite à qui je pense, il y a tout un cinéma de la dégradation, pas uniquement de la dégradation, mais où la dégradation est un thème fondamental, et où la dégradation, c'est uniquement et simplement le temps. Mais la dégradation temps, ça c'est une autre figure. Et santé, alors pourquoi je vais si progressivement? On n'a même pas les moyens de la traiter actuellement. On aura les moyens de la traiter, c'est tout autre type de la dégradation, que lorsque on en sera à l'image temps. Mais pour le moment, on en est encore à patauger avec l'image mouvement. Quand on abordera l'image temps, si ça nous arrive un jour, quand on abordera l'image temps, alors là on rencontrera à nouveau de grands auteurs de cinéma qui se heurtent à un type de dégradation qui n'a rien à voir avec ces trois-là, qui est une dégradation, qu'est-ce qu'il faudrait l'appeler? Est-ce qu'il faut l'appeler idéaliste, parce que c'est la dégradation du temps lui-même, par le temps, la dégradation temps, ou lui trouver un autre nom? Il faudra bien, on trouvera dans l'avenir. Mais à qui on pensait immédiatement? À Visconti. À Visconti. Et quand je disais Visconti, il a bien essayé d'affronter et d'atteindre, parce que ça l'amusait quelque part, ou que ça l'intéressait à un moment, notamment après la guerre, il a bien essayé d'approcher le phénomène des pulsions. Seulement Visconti, il est encore une fois tellement aristocrate qu'il n'a jamais pu approcher la réalité des pulsions, qui exige une vulgarité du type... une vulgarité géniale du type Stroheim ou du type même Buñuel. Visconti, il pouvait pas, parce que son affaire, elle était ailleurs. Ce qui dégrade pour Visconti, c'est pas des pulsions, c'est le temps et rien que le temps. Et c'est la seule existence du temps qui déjà est une dégradation, avec toujours la contrepartie. Quel est le salut alors? Le salut aussi, c'est le temps. Et pas étonnant que, jusqu'à la fin de sa vie, il ait pensé à mettre en scène, et sans doute c'était un des deux seuls à pouvoir le faire, La recherche du temps perdu. La dégradation. Il y a bien une dégradation, il y a bien des phénomènes locaux de dégradation-pulsion chez Proust. Par exemple, Charlus est l'exemple même d'une dégradation-pulsion fantastique, où il y a la pente de la pulsion, où il choisit de moins en moins, il arrache toujours des morceaux de plus en plus avariés. Charlus, je crois, et dans La recherche du temps perdu, c'est un personnage naturaliste. C'est le grand personnage naturaliste. Mais l'ensemble de La recherche du temps perdu, c'est pas ça du tout. L'ensemble de La recherche du temps perdu, un des aspects du temps, mais ça engagerait toute une analyse de l'image-temps, un des aspects du temps, c'est le temps comme dégradation par lui-même. Le temps en tant que temps comme dégradation. C'est en tant que tel
qu'il est processus de dégradation. Et ça, c'est ce que, je crois, c'est ce que Visconti a vécu dans tout son cinéma. Pourquoi? Parce qu'il y a une structure du temps qu'il faudrait analyser assez profondément. C'est pas, hélas, encore notre objet. Il y a une structure. C'est en vertu de sa structure même, c'est en vertu de la structure du temps que quelque chose nous est nécessairement donné lorsque c'est trop tard. Si bien que le problème du temps chez Visconti, ce serait, ou une partie du problème du temps chez Visconti, ce serait pourquoi? Et quel est ce temps qui est d'une nature telle qu'il nous donne nécessairement quelque chose au moment où c'est trop tard? Alors, à ce moment-là, en effet, on comprend que la saisie du temps, ou une saisie d'un aspect du temps, ne fasse qu'un avec le processus de la dégradation. Donc, c'est dire qu'il y en aurait beaucoup d'autres. Alors, même chose, quelle différence entre le jeu d'acteur expressionniste, très vite, là, je voudrais dire, et le jeu d'acteur naturaliste, le jeu d'acteur réaliste. Vous permettez, il faut que j'aille au secrétariat. C'est fermé, là. Non, c'est ouvert. J'ose à peine me risquer dans un problème aussi réellement compliqué que le problème de l'acteur. Mais il y a de problèmes de l'acteur, c'est évident. Là. Et il y a de problèmes de l'acteur où il n'y a de problème pour l'acteur que dans la mesure où il est bien entendu qu'un acteur ne représente pas une fiction, ne représente pas un personnage fictif. Je veux dire que là-dessus, la question est-ce que l'acteur s'identifie ou ne s'identifie pas à son rôle est une question à la fois dénuée de sens et qui n'a strictement aucune espèce d'intérêt, puisque l'acteur commence à partir du moment où il y a un autre problème et où il est dans un autre élément. Là, c'est pas pour dire du mal, entre autres, par exemple, des thèmes de Brecht sur la distanciation, puisque je crois qu'au contraire, les thèmes de Brecht sur la distanciation comportent et répondent à un problème qui n'a strictement rien à voir avec un acteur, avec la supposition d'un acteur jouant un rôle. C'est à partir du moment où l'acteur est défini comme quelqu'un qui fait autre chose que jouer un rôle, qu'il y a un problème de l'acteur. Alors bon, qu'est-ce qu'il fait puisqu'il ne joue pas de rôle? Et je suppose que tout acteur, etc., se vit comme faisant un autre métier que jouer un rôle. Jouer un rôle est une notion, il me semble, absolument dénuée de sens. Aucun grand acteur, et même, je suppose, même les mauvais, aucun. Aussi, peut-être que les mauvais, c'est ceux qui jouent un rôle. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font puisque c'est pas ça? Encore une fois, c'est important parce que ça déborde en un sens le problème de l'acteur, puisque ce que l'acteur fait, c'est aussi bien ce que le spectateur éprouve. Bon, ben, je dirais, je reprends mes catégories de Peirce, alors qui me servent beaucoup. Priméité, secondéité, tiercéité. Je dirais presque, bon, ben, et là encore, ça ne va pas être exhaustif. Il y a des acteurs de la priméité. Et encore une fois, raison de plus pour recommencer mon frein éternel. Je ne dis pas que c'est moins bien que les autres. Je ne dis pas que les acteurs de la secondéité vont être mieux que les acteurs de la priméité, ni que les acteurs de la tiercéité, s'il y en a. Mais vous vous rappelez donc, la priméité selon Peirce, c'était l'affection pure, l'affect, qui ne se rapportait qu'à soi ou à un espace quelconque. La secondéité, c'était les qualités puissances, c'est-à-dire les affects, en tant qu'actualisés dans des milieux. La tiercéité, c'est-à-dire c'était les duels, finalement, d'où l'expression secondéité. Et la tiercéité, c'était, nous disait Peirce, c'était là où il y avait du mental. Alors bien sûr, il y avait déjà du mental dans l'affectif. Bon, c'est qu'il prenait mental en un sens très spécial. Alors moi, ça me plaît, là, comme ça, parce que ça me sert, c'est pas que ça me plaise. Je me dis, essayons de voir si ça marche. Il y aurait des acteurs de la priméité, des acteurs de la secondéité, des acteurs de la tiercéité, et puis sûrement, l'avenir nous est ouvert, peut-être qu'on découvrira encore toutes sortes d'autres types d'acteurs.
Mais au moins, je dis, et je crois la tenir à la fois un tout petit quelque chose et que c'est pas très fort, disant, mais l'acteur expressionniste, ce fut typiquement un acteur de la priméité. Pourquoi? Et dans son domaine, il est strictement indépassable, car il se définit comment? Il ne joue pas de rôle. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il exprime des affects, les affects n'étant pas des états d'âme. Les affects étant quoi? Les affects, je vous le rappelle, ça c'est nos analyses précédentes, étant des entités intensives qui prennent, qui s'emparent de quelqu'un ou ne s'en emparent pas. Ce sont des puissances ou qualités extrinsèques que l'acteur va exprimer. Donc il ne joue pas un rôle, il exprime des affects en ce sens. Et c'est le fameux jeu intensif de l'acteur expressionniste. En sens, c'est un acteur de la priméité. Et c'est en sens que je dis acteur de la priméité, puisqu'il conçoit essentiellement sa fonction comme expression des affects en tant qu'entité. Et on comprend du coup que le trait fondamental de l'acteur expressionniste dans toutes ces méthodes, ce soit ce que les grands expressionnistes ont appelé constamment le processus d'intensification. Puisque c'est seulement en jouant des intensités, intensité du geste, intensité du sonore, intensité du corps, qu'ils vont capter les entités, les affects qu'ils doivent exprimer. Exemple, cette utilisation de la diagonale, qui est typiquement l'acte d'un acteur expressionniste. Or là, je veux aller très vite. Je vous rappelle que dès lors, ce jeu de la priméité, en fait, a deux pôles qu'on avait vus pour l'expressionnisme, à savoir l'acteur doit participer par son expression des affects, doit participer à ces deux pôles, ce que j'appelais la vie non organique des choses et la vie non psychologique de l'esprit. Et la vie non organique des choses, il va l'exprimer fondamentalement par toute une géométrie de la ligne brisée dans ses gestes et par sa participation active au décor, aux lignes brisées du décor. Le décor lui-même comportant des diagonales, contre-diagonales, etc. Vous voyez, un peu comme dans un tableau de Soutine. Je dirais en effet, Soutine me semble un très grand peintre expressionniste, précisément par sa construction perpétuelle diagonale contre diagonale, et les visages qui sont précisément des expressions d'affect à l'état pur. Bon. Et puis l'autre pôle, alors, la participation là du geste brisé aux lignes brisées du décor, très important. Alors vous trouvez ça, par exemple, vous trouvez ça imposé par Fritz Lang dans sa période allemande, enfin bon. Très bien. L'autre pôle, c'est le pôle de lumière. Le halo lumineux qui va exprimer la vie non psychologique de l'esprit, soit sous la forme du grand visage mélancolique qui réfléchit la vie non organique des choses. C'est le masque du démon. Soit sous la forme du salut, de la remontée expressionniste lorsqu'un être est sauvé. Par exemple, l'admirable montée de lumière de la femme lorsque Nosferatu meurt, qui s'oppose à
la diagonale de Nosferatu mourant, qui vous donne là les deux pôles du jeu expressionniste. Mais en tout cas, je dirais en ce sens, oui, c'est jamais un vie non psychologique de l'esprit, vie non organique des choses. Ça dit très bien leur rapport avec le décor, leur rapport, la cassure de leurs gestes, l'espèce de désarticulation. Il y a un thème perpétuel, que l'acteur devienne une marionnette. Vous le trouverez partout, ce thème. Que l'acteur devienne une espèce de marionnette. D'accord, d'accord. Mais il ne veut rien dire encore par lui-même. Tous les grands acteurs ont fait ça. Seulement, il y a une manière expressionniste de le comprendre, il y a une manière, etc. Il y a 1000 manières de comprendre le thème de l'acteur marionnette. Donc il faut se méfier, il ne faut pas croire que telle ou telle formule qualifie déjà un mode d'acteur. Il y a une marionnette expressionniste d'un type très très différent, à gestes saccadés, qui indique toujours la ligne brisée, qui saute les transitions, car ce qu'il s'agit, c'est d'exprimer l'affect dans son intensité. Et avec les deux pôles, participation à la vie non organique des choses et l'acteur comme être de lumière, qui s'élève à la vie non psychologique de l'esprit. Bon, ceci est très rare. L'acteur naturaliste, je saute, hein, parce qu'il faudrait dire, il faudrait reprendre, je signale juste que pour ceux que ça intéresserait, le grand, celui qui a imposé un jeu naturaliste au théâtre, c'est quelqu'un de célèbre qui s'appelait Antoine. Or, Antoine, voyez l'histoire du cinéma de Sadoul, a eu beaucoup d'importance au cinéma. Il a fait des tentatives de cinéma. Mais je crois que ce n'est pas du côté d'Antoine qu'il faudrait chercher le jeu naturaliste de l'acteur. C'est beaucoup plus du côté, il y a de grands mystères dans la manière dont Stroheim jouait. C'est beaucoup plus là dans le jeu Stroheim. Cette fois-ci, il faudrait considérer Stroheim comme acteur et comme acteur naturaliste. À ce moment-là, moi, je dirais très vite, un acteur naturaliste, vous le reconnaissez précisément à cette histoire des pulsions. C'est un acteur qui, quoi, c'est un acteur qui, très intéressant aussi la manière dont Stroheim a joué dans un film qu'il a influencé, sans l'avoir fait, à savoir, il a joué dans La Danse de mort de Strindberg, une adaptation de Strindberg. Et le film est très, très marqué, c'est un film de Craben, qui est très, très marqué par Stroheim. Qui pourtant n'était qu'acteur là-dedans. Or, c'est très curieux, cette manière de jouer. Il s'agit de jouer dans un milieu déterminé, mais en même temps, là, j'arrive même pas à bien le dire, en même temps, de habiter, de occuper ce milieu déterminé, comme si en même temps, j'allais dire à la manière d'une bête. Mais c'est pas ça, c'est un peu ça. À la manière d'une bête, ça peut être une bête noble, c'est pas forcément une bête vile. Pensez par exemple au jeu dans la grande illusion de Stroheim, ça peut être une bête de noblesse, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais il s'agit toujours d'évoquer, dans le milieu déterminé, dans un jeu réaliste, de faire naître le monde originaire, dont ce milieu est censé dépendre. C'est-à-dire arriver à ce type de violence, où c'est vraiment la violence des origines qui se joue dans un salon bourgeois ou dans une principauté, ou etc. Là, il y a une formule du jeu naturaliste qui est très, très, très curieuse. La violence des pulsions. Ce que je disais sur cette pente, enfin. Ce qui m'intéresse, c'est donc l'autre type de jeu qu'on peut bien appeler jeu réaliste. Car il a tellement marqué le cinéma, et j'ai dit pourquoi, il me semble, il a tellement marqué le cinéma américain. Il a marqué d'autant plus le cinéma américain qu'il a fait précisément l'école par laquelle la plupart des acteurs américains sont passés, la fameuse école dite du système, ou l'acteur studio. Or, en quoi ça, c'est un jeu? Je dirais, l'acteur studio, c'est tout simple. C'est la formule magique du cinéma américain. Alors, c'est pas, encore une fois, ça vaut pas mieux, il ne faut pas se dire, actuellement, heureusement, il faut bien que ça change les choses. Actuellement, j'ai l'impression que ça arrive au bout, parce que pour des raisons qui sont celles aussi d'une évolution du cinéma américain, mais ça a fait et ça continue de faire ce qu'il faut bien appeler chaque année le film américain par excellence. Chaque année sort un film à grand succès, de grande qualité, qui est le film américain de l'année.
et qui consiste toujours à confronter. Dans le schéma SAS', à confronter un ou des personnages à l'exigence américaine SAS', c'est-à-dire seras-tu capable au personnage, aux invocations, je parle au personnage, seras-tu capable au personnage, en fonction des variations de la situation que l'image va montrer, de monter les habitus par lesquels tu répondras à la situation et sauras la transformer. Or, si c'est ça la tâche de l'acteur, il ne joue pas de rôle non plus. Mais il y avait quelqu'un qui, dans le temps, c'est bien connu ce que je dis, c'est pour ceux qui ne le savent pas, là je fais un très rapide résumé, un très grand inventeur qui se réclamait précisément d'un naturalisme réalisme, mais qui en fait c'était du réalisme, c'était pas du naturalisme à mon avis. C'était Stanislavski. Et Stanislavski a eu beaucoup d'importance. Et puis, il fut introduit, ou ses méthodes, ce qu'on appelait le système, fut introduit en Amérique, dans cette institution particulière qui était l'Actor Studio. Avec Strasberg, qui vient de mourir, et Kazan. Kazan, beau cas d'émigrés de fraîche date, comme Forman aussi, c'est eux qui font le film américain par excellence. Forcément. À la fois, c'est dans l'inspiration américaine qu'ils trouvent la grande formule SAS', et c'est leur propre invention de la formule SAS', ou leur propre découverte de la formule qui les pousse en Amérique. Alors bon, dans tout le cinéma de Kazan, c'est ça, à quelque prix que ce soit, je, c'est-à-dire mon héros, va être capable de monter l'habitus qu'il faut pour la situation. Et S', ce sera quoi? S', ce sera tantôt l'Amérique telle qu'on la rêve. America, America de Kazan. À la fin, le petit grec arrive et peut embrasser le quai, peut embrasser le quai de New York, et c'est bien indiqué que c'est comme un rêve, une espèce d'image onirique, enfin New York, enfin la statue de la liberté. S', il partait de l'Empire turc, le pauvre petit grec, S, une série d'actions, A, où chaque fois il monte l'habitus pour surmonter les difficultés, donc il se montre digne d'arriver en Amérique. Digne, à quel prix? Parfois ça frôle la lâcheté, parfois ça frôle le gigolo, je trouve pas le mot, enfin le fait de vivre d'une femme. Tantôt ça frôle l'assassinat, tantôt ça frôle la délation. Ah tiens, Kazan, il a eu des affaires avec ça, il s'y connaît, mais il garde quelque chose de pur dans son cœur, car malgré tout, c'était l'habitus nécessité par la situation. Et c'est ça qui nous fait le film américain par excellence. America. Bon, d'accord. Il n'a pas cessé de parler de son cas, Kazan, dans tous ses films. Bon. C'est la grande formule SAS'. Ou bien alors, si c'est pas S', si S' n'est pas l'Amérique de nos rêves, ce sera l'Amérique telle qu'elle a déçu les migrants. Mais là aussi, il faut s'y faire, il faut faire avec. Il faut monter l'habitus qui va faire comprendre aux héros que l'Amérique, c'est ça aussi, et que ça reste quand même le plus beau des pays. Bon, alors, America, ça se refait, je dis bien, tous les ans, chaque fois par un type de très grand talent. C'est le film américain. Bon. Le dernier, c'est Georgia, c'est Ben. Il a fait son America, très bien, une fois de plus, c'est la 12e fois. Chaque fois, on nous dit que c'est nouveau, c'est formidable. C'est le film américain de l'année. Et qui répond typiquement toujours à la formule SAS, et qui est signé Actor Studio. Alors, qu'est-ce que c'est l'acteur de l'Actor Studio?
Moi, je l'imagine comme ceci. Vous comprenez, je ne connais rien, alors c'est parfait. Mais je l'imagine comme ceci. C'est que c'est un acteur, c'est donc l'acteur de la secondéité. Milieu, action. Milieu, réponse. Milieu, comportement. Et le comportement est censé apporter une modification. Ça implique quoi? Ça implique deux moments. Ça implique que alors, l'acteur, il ne joue pas un rôle. Premier moment, il faut qu'il intériorise les données de la situation. Il faut qu'il intériorise la situation, les données de la situation, sous quelle forme? Sous forme de micro-mouvements. Au besoin à peine perceptible. Toute une méthode de micro-mouvements. Stanislavski ne s'intéressait pas tellement à la gymnastique du corps. En revanche, des micro-mouvements de main, des micro-mouvements de figure. Ceux qui n'aiment pas les acteurs de l'acteur studio les reconnaissent à quoi? Le reproche qu'on leur fait, c'est mais enfin qu'ils se tiennent tranquilles, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. C'est pas qu'ils bougent. C'est pas qu'ils bougent tout le temps. Mais même quand ils sont immobiles, ils n'arrêtent pas. Hitchcock détestait Newman pour ça. Il dit Newman, il n'y a pas moyen de le faire tenir tranquille. Enfin, on n'obtient pas de lui un regard neutre. Il ne sait pas. Il est tout le temps en train d'intérioriser les données de la situation. Des trucs, des micros, des microtiques, bon. Quand ils sont admirablement dirigés, c'est génial. Que ce soit Brando, Newman, quand ils sont très fort dirigés, quand ils ont un metteur en scène médiocre, à ce moment-là, évidemment, c'est terriblement tic. Ces espèces d'intériorisation des données de la situation. Vous voyez qu'il n'est pas question pour l'acteur, Stanislavski ou Strasberg, il n'est pas du tout question de s'identifier au personnage. Il s'agit d'une opération tout à fait différente. C'est pour ça que l'acteur de l'acteur studio, il ne joue pas plus qu'un autre acteur. Jamais les acteurs ne jouent un rôle. Ce qu'il fait, c'est autre chose. Il identifie les données de la situation à certains éléments qui existent en lui. Ça doit être ça, l'intériorisation des données. Il s'agit d'identifier les éléments de la situation à des éléments préexistants qui existent en lui. Et c'est par cette méthode d'intériorisation par micro-mouvement qu'il va procéder. Jusqu'à ce que quoi? Ces micro-mouvements ont un but. C'est susciter ce que Stanislavski appelait déjà une expérience émotionnelle. Est-ce que Strasberg, influencé par la psychanalyse, est-ce que Strasberg va pousser beaucoup plus loin que Stanislavski, ça va même être son point le plus original, je crois, à savoir une expérience émotionnelle réelle qui a été vécue par l'acteur dans son propre passé. Et qui doit être en liaison directe ou indirecte avec la situation donnée avec la situation théâtrale ou cinématographique. Au point que, par exemple, il s'agit de jouer une scène d'ivresse. L'acteur va intérioriser par toutes sortes de micro-mouvements les éléments de cette situation. Jusqu'à ce qu'il atteigne en lui un noyau d'une expérience passée analogue. Alors ça peut être l'acteur lui-même en tant que, non plus qu'acteur, mais en tant que personne humaine, il a été réellement ivre. Mais il se peut très bien qu'il n'ait jamais été ivre, si c'est un bon Américain.
Alors, bon, ça fait rien. Il procédera à une expérience émotionnelle analogue. Par exemple, une fièvre où il a eu la bouche sèche et les jambes flageolantes. Et il s'agit de réactualiser cette émotion personnellement vécue. Et il faut insister beaucoup, Strasberg, il faut surtout que ce ne soit pas une expérience récente. Car à ce moment-là, il serait amené à mimer. Il ne s'agit pas d'un mime. Il s'agit d'atteindre à ce noyau émotionnel. C'est par là que c'est une opération qui est relativement proche de certaines conceptions de la psychanalyse. Et s'il n'y arrive pas, à ce moment-là, Strasberg dit, c'est qu'il y a des raisons. Pourquoi il n'y arrive pas? Pourquoi il n'arrive pas à intérioriser telle situation? Et c'est pour ça qu'il concevait sa tâche comme moins formation d'acteur que répondre aux difficultés d'un acteur, répondre aux problèmes que se pose un acteur. Et c'est pour ça que tous les acteurs continuaient à aller voir Strasberg en lui disant « Bon, j'y arrive pas, il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc il n'arrivait pas, en d'autres termes, à susciter l'expérience émotionnelle. La mémoire, c'est le mot exact de Stanislavski et de Strasberg, c'est la mémoire émotionnelle. Donc tout ça, c'est le premier mouvement de l'acteur, acteur studio, c'est cette intériorisation de la situation. Et puis, deuxième mouvement, alors, une fois que la situation est intériorisée, a rejoint le noyau émotionnel propre à l'acteur. Voyez qu'il ne joue pas. Il fait bien autre chose, c'est des choses très positives, on peut définir ce qu'il fait, indépendamment de toute référence à un jeu de rôle. Une fois qu'il a fait cette intériorisation, il est en mesure de faire l'acte. L'acte quoi? L'acte cinématographique ou théâtral, à savoir acte qui doit avoir toute la fraîcheur d'un acte effectivement fait, bien qu'on sache que c'est un acte fictif. En effet, l'acteur ne tue pas réellement sa victime. S'il se lave les dents, il ne se lave pas réellement les dents. Même s'il se lave réellement les dents, c'est fictivement, c'est-à-dire que ce n'est pas au moment où il en a besoin. Il s'agit que l'acte reproduit par l'acteur, suivant les exigences du scénario, et la fraîcheur d'un acte réel. Réponse de Strasberg ou déjà de Stanislavski, il aura d'invention de spontanéité. Si bien que vous avez deux, pour faire comprendre ça, je pense à un texte de Bergson qui évidemment n'a rien à voir, mais justement, servons-nous de tout. Bergson explique que dans la vie, il y a deux processus qui ou bien se divisent, ou bien s'enchaînent l'un l'autre. Il dit la vie, c'est une double opération successive. Première opération, vous emmagasinez de l'énergie. Qu'est-ce qui fait ça? Ben, c'est notamment le rôle de la plante. La plante, elle emmagasine de l'énergie. Vous remarquez qu'elle n'est pas mobile, elle est immobile. Elle a sacrifié la mobilité précisément pour emmagasiner de l'énergie. Bon, mais on peut dire qu'elle est parcourue de tous les micro-mouvements qui accompagnent l'emmagasinement de l'énergie, micro-mouvements sur place. Et puis, second processus, dit Bergson, qui s'enchaîne avec le premier. Ayant emmagasiné de l'énergie, la vie est processus continu d'emmagasinement de l'énergie et, en second lieu, décharge discontinue d'actes explosifs. Ça, c'est le côté animal. Dans les grands embranchements de la vie, la plante s'est chargée d'emmagasiner l'énergie, l'animal se charge de faire exploser en action discontinue. Mais du point de vue de la vie, c'est un enchaînement. La vie est le processus indissociable par lequel un vivant emmagasine de l'énergie
et s'en sert pour faire éclater des actions discontinues, pour faire détonner l'explosif. On emmagasine l'explosif, on le fait détonner en action discontinue. D'où l'espèce de jeu qui frôle l'hystérie, parfois, de l'acteur studio. Ces lentes périodes, là vous connaissez les acteurs de l'acteur studio tout le temps, c'est ce que j'appelais le jeu réaliste. Et c'est, comprenez, la formule SAS'. C'est la formule SAS', c'est la formule cinéma américain par excellence. Premier temps, de S à avant A. De S à moins A, si vous voulez. Non, ou à presque A. Emmagasinement de l'énergie pour arriver jusqu'au noyau émotionnel vécu. Du moins, non, jusqu'au noyau mémoriel. Pour arriver jusqu'au noyau affectif mémoriel. Deuxième chose, décharge violente de l'explosif. Or, c'est la formule, c'est pour ça que j'en parlerai pas plus, mais c'est la formule des grands films de Kazan. Et c'est la formule des acteurs formés par Kazan et Strasberg. Si vous pensez au jeu de James Dean, qui a eu tellement d'importance, au jeu Brando, au jeu Newman, et un certain nombre de très grandes actrices américaines qui jouent sur un certain mode hystérique. Et en même temps, ce qui nous annonce que, évidemment, l'acteur n'est pas réduit à ça, c'est que la nouvelle génération des acteurs américains, c'est plus ça du tout. Donc, on a de l'avenir devant nous. C'est plus ça du tout. Tout comme, à ma connaissance, vous trouverez guère. Je ne sais même pas s'il y en a des acteurs français ou sinon des très très mauvais. Alors, qui est aussi, il y a une actrice française qui est assez acteur studio. Et elle, justement, comme j'ai de l'admiration pour elle, je peux la citer. C'est Delphine Seyrig. Delphine Seyrig, elle a un certain jeu acteur studio très très curieux, perpétuel emmagasinement et emmagasinement d'énergie avec des actes explosifs. Par exemple, Muriel est un beau, elle joue ça, mais enfin c'est pas tellement évident pour elle. Mais il me semble. Alors, je reviens au film de Arthur Penn, La Georgia, parce que je suppose que certains d'entre vous l'ont vu. Voilà, typiquement, qu'est-ce qu'il y a de... En quoi c'est un film acteur studio, c'est-à-dire un film descendance Kazan? Pas difficile, oui, prenez les grandes scènes. Comment qu'ils font? Le jeune homme pauvre, fils d'émigré récent, arrive dans la famille du milliardaire. Il veut épouser la fille. Bon, qu'est-ce qui se passe? Déjeuner de famille, glacé, atmosphère glacée, la tension monte. À ce moment-là, vous voyez, mais voyez, chacun des convives à sa manière, intériorise. La tension monte, ça veut dire il y a tout un système de micro-mouvements, d'attente, le père qui regarde son prétendu, son gendre à venir, tout ça, la fille qui a le nez dans son assiette, tout ça. Et on a l'impression qu'ils ont beau être immobiles, ça n'arrête pas. Là, ça donne raison à Hitchcock. Impossible d'obtenir d'eux une pose neutre. Hein. Ça, tout, ils feront tout, sauf ils pourront jamais jouer la neutralité. Alors, des espèces de ruminants, c'est vraiment la rumination. C'est la grande rumination, c'est l'emmagasinement d'énergie. Et puis, ça répond à la situation, avec l'intériorisation correspondante. Et puis le père lâche une phrase action. La phrase action, c'est voilà. Je n'ai pas l'habitude de me laisser prendre un bien, quelque chose qui m'appartient. La fille, elle baisse le nez un peu plus dans son potage. Bon, il n'a pas l'habitude. C'est pas seulement l'acteur qui l'apprend, on peut concevoir qu'il l'apprenne, il est censé l'apprendre, mais le spectateur, il apprend quoi?
vous pouvez pas, ceux qui n'ont pas vu Georgia, mais au point où ça vient de l'histoire, il apprend quelque chose de fondamental, qui est déjà exprime. La phrase a été une action explosive du père. Une phrase peut être une action au cinéma, une phrase c'est une action. C'est un comportement, une phrase. C'est quoi? Que c'est pas normal tout ça. C'était le père a de la répugnance à marier sa fille parce que le garçon n'est pas de son niveau social. Après la phrase, il y a exprime, à savoir, le père, en fait, a une relation d'inceste avec sa fille. Vous avez eu la structure S-A, exprime. Ah, en plein. Alors, intériorisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon. Comment il joue, le père qui joue? Merveilleusement, ça. Acteur studio pur, merveilleux. Il est là absolument glacé. Il emmagasine. Il emmagasine l'attention. Et un grand acteur, ben, il a fait passer, ça agit sur le spectateur. Ça marche. Hein. Il emmagasine l'attention. Bon. Et puis, il lâche sa phrase. Il lâche sa phrase comme un coup de poing sur le gendre. Le gendre va répondre. Ça va être le duel. La situation en sort modifiée, tout le monde a compris. C'est pas un père qui veut bien marier sa fille, c'est un père qui veut la garder parce qu'il est amoureux de sa fille et qu'il y a une relation incestueuse et effective. Le mariage arrive. La typique image qui pourrait être signée Kazan. Il y a la fête, il y a la garden party, il y a la fête. Hein. Le père est à nouveau en situation d'intériorisation de la situation. Énorme vitre, énorme glace, transparente mais sombre à l'extérieur, derrière laquelle le père est tout droit et regarde en haut la fête. Regarde ça, et son visage, là, exprime tout ce que vous voulez par micro-mouvement. Une espèce de haine, de dégoût, de réflexion en même temps sur qu'est-ce que je vais faire, tout ça. Tout y passe. En effet, il ne se tient pas tranquille, on a beau le flanquer là comme un piquet, il se tient comme un piquet, impossible d'obtenir qu'il se tienne tranquille, quoi. Impossible, ça, vous n'obtiendrez jamais ça d'un acteur studio. Bon. Et puis, il y a une petite note bien qui fait d'ailleurs jolie dans l'image. Personne ne le voit, le père, il y a juste un petit gosse qui passe et qui se dit c'est bizarre cette silhouette, alors on voit le petit gosse qui regarde la silhouette du père comme un piquet. Hein, et puis, long emmagasinement, et puis il se passe, le père sort, il tue sa fille, un coup de revolver, on ne peut pas parler mieux d'acte explosif, et il tire sur son gendre, tout ça, il est passé à l'assassinat. Là, vous avez typiquement la formule aussi, ça exprime. Or ça, c'est vraiment le jeu, je dirais, l'acteur studio, c'est le jeu aussi bien au théâtre qu'au cinéma, ça a été le jeu américain par excellence, c'est-à-dire c'était le jeu de la secondéité. Vous voyez perpétuellement les duels, les situations, l'intériorisation des situations, le duel, la situation modifiée. Et on recommence, situation modifiée, reduel, etc. Et ça fait les films de Kazan, c'est-à-dire les films, encore une fois, américains par excellence. Et c'est aussi la structure des films de Foreman. Et je dis, c'est pas par hasard que finalement, c'est l'épreuve de touche, c'est la pierre de touche du type qui arrive en Amérique. Il me semble que dans l'histoire des grands auteurs qui ont été en Amérique, eh ben, d'accord, ça tourne bien si tu te plies à cette forme-là. Ça a été ruineux. En un sens, ça a donné des choses géniales, mais ça a été ruineux. Si tu te plies à cette forme, on t'accepte, on te prend. Alors, un immigré qui veut émigrer, il doit rivaliser dans cette forme. Hein. Foreman, il y passe. Voilà, c'est beau, mais c'est triste. Mais enfin, l'avenir est à nous, parce qu'encore une fois, le cinéma américain est en train d'évoluer comme tous les cinémas. Et j'ai l'impression, encore une fois, que la génération actuelle des acteurs joue très, très différent. Alors, il y aurait encore un dernier problème, vous comprenez, dans mon histoire, là, dans mon épreuve. C'est, bon, on n'a pas beaucoup défini, autant on se censure maintenant
des catégories cinématographiques de priméité et de secondéité. La tiercéité, hein, on a vu un peu ce que c'était pour Peirce, mais là, je ne peux pas m'en servir, moi, parce que ce qu'il nous dit, il me semble que c'est une analyse, pardon de dire ça, vous mettez entre guillemets, une analyse trop faible de la tiercéité. Tout ce qu'il nous dit sur la loi, etc. Je retiens juste de Peirce que la tiercéité, c'est... On ne l'obtient pas en multipliant les duels, c'est-à-dire, c'est pas en faisant plusieurs duels qu'on obtient un troisième. Et il nous dit juste, et je ne retiens que ça de lui, la tiercéité, c'est le mental. Mais qu'est-ce que c'est le mental? Ça, ce sera notre tâche. Il n'y a pas à attendre de Peirce une analyse à cet égard. Je dis juste, pour que nos problèmes restent ouverts, il y aura évidemment des acteurs de la tiercéité. Et peut-être que les acteurs de la tiercéité, il y en a eu peut-être avant, mais que c'est notamment un des problèmes que l'acteur d'aujourd'hui affronte. Et que non seulement le cinéma américain en a peut-être assez, a peut-être épuisé, non pas que ça vaille mieux, encore une fois, c'est pas une question de mieux, c'est une question de changement, de mutation. Et que actuellement, vraiment, le problème du cinéma, on verra de mille façons, c'est comment introduire la tiercéité ou le mental pur dans l'image cinématographique. Et que de très grands acteurs, y compris les acteurs de tous les pays, mais aussi des acteurs français depuis très longtemps, ont déjà fait un jeu qu'on ne pourrait qualifier que jeu de la tiercéité. Et que là, on abordera peut-être un domaine qui pour moi me passionne beaucoup, et où le thème de l'acteur, qui, pas plus que les autres, ne joue de rôle. Et que là, le thème de l'acteur marionnette, ou comme dit un grand théoricien du théâtre, l'acteur sur-marionnette, hyper-marionnette, la sur-marionnette, et tout le thème de mort à l'acteur. Mais mort à l'acteur, ça veut rien dire pour une raison simple, c'est qu'il n'y en a pas d'acteur. Dès qu'un acteur est bon, c'est plus un acteur. On l'a vu, si on définit mort à l'acteur, ça veut dire mort à celui qui joue un rôle, qui prétend représenter un personnage fictif. Or, encore une fois, à ma connaissance, il n'y a jamais eu un acteur grand ou ayant conscience de son métier qui se soit assigné cette tâche. Donc, mort à l'acteur, ça veut rien dire, puisque les acteurs qu'il faut mettre à mort, ils n'ont jamais existé. Encore une fois, sauf les acteurs tout faits, oui. Bon. Mais sinon, tout acteur conscient de ses problèmes fait autre chose. Bon. Mais je me dis, voyez le jeu de la tiercéité, alors pour essayer de fixer des choses qui vont de soi. Là, c'est uniquement au niveau de questions, et ça va réagir sur l'ensemble du cinéma correspondant. Bon, les fameuses choses dont on nous parle tout le temps, on a peut-être des tas. Bon, la distanciation de Brecht. Bon, on n'est pas encore à nous demander si ça a eu de l'influence dans le cinéma. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais bon, voilà, est-ce que c'est pas une manière d'introduire la tiercéité dans l'image? Est-ce que c'est pas l'introduction du mental dans l'image? Une des manières, parce que, bon, c'en serait une, mettons, gardons ça pour l'avenir. Mais quelqu'un qui nous touche de très près dans le cinéma français, pour sa conception très bizarre de l'acteur, à savoir Bresson. Qu'est-ce que c'est que Bresson et un acteur Bresson? Lui, il ne veut pas dire marionnette, parce que c'est un homme qui ne veut blesser personne, et c'est pas pourtant blessant. Et il dit, c'est pas un acteur, c'est un modèle. Bon, un modèle. Mais après tout, un modèle, c'est exactement ce que les sculpteurs identifient à une marionnette. Bon, c'est un modèle. Le modèle de Bresson, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette manière de jouer qu'on reconnaît? Non, je pense beaucoup à d'autres acteurs qui sont vraiment des acteurs du mental, des acteurs de la tiercéité. Est-ce que ça veut dire qu'ils font semblant de penser? Évidemment non.
C'est pas comme ça qu'on est un acteur de la tiercéité. C'est pas en prenant des airs de penseur. C'est bien autre chose. Qu'est-ce que ce sera comme technique? Qu'est-ce que ça veut dire comme problème de l'acteur? C'est une toute autre que... Ça va de soi que... Alors, si vous mettez ensemble... Non. Et puis, il y en a toutes sortes, je me dis. La génération des acteurs modernes. La génération des acteurs qui ont une trentaine d'années. J'ai l'impression que parmi eux, il y en a beaucoup qui sont des acteurs vraiment qui... On verra pourquoi, après le cinéma Nouvelle Vague, il y a eu une très curieuse conception de l'acteur. On verra ça, l'acteur Nouvelle Vague, l'acteur Bresson, l'acteur Nouvelle Vague. On cherchera d'autres choses encore, je dis pas tout pour le moment. Je dis, vous voyez, là aussi, tout comme tout à l'heure pour la dégradation, il nous restait un vaste pan. L'image temps. Ici, à l'issue de ce cours exposé sur le problème de l'acteur, il nous reste un très vaste temps, un très vaste programme à faire sur cette fois-ci l'image pensée. Et qu'est-ce que c'est que la tiercéité? Or, voilà. Bon, c'est ce que je voulais ajouter sur cette, mais dans le désir d'aller de plus en plus vite, car vous en pouvez encore un petit peu, hein? Voilà, je dis, eh ben, vous comprenez, c'est pas difficile. C'est, on vient de finir un pôle de l'image-action. La seule chose à laquelle on s'accroche, c'est que pour chacun de nos types d'images, on dégage deux pôles, à condition que ce ne soit pas un décalque. Alors, on a eu deux pôles de l'image-affection, c'est pour des besoins de clarté, en fait, ça pourrait être 4 pôles, 5 pôles. On a eu deux pôles de l'image-affection, deux pôles de l'image-perception. Il me faut un autre pôle de l'image-action, et heureusement, il s'impose. S'il me le fallait à tout prix, mais il s'impose tellement. C'est quoi? J'ai qu'à prendre le contraire de ce que je viens de dire, et puis voir si ça existe, et même comme ça, vous pourrez me devancer. Je dis le second pôle de l'image-action, ce serait ce qu'il faudrait appeler la petite forme. Ce serait la petite forme. Bon, hop. Alors, il y aurait une petite forme de l'image-action. Et elle aurait une formule. Ben oui, elle aurait une formule. Ce serait, on l'a vu la dernière fois, on était juste, je crois, on avait juste commencé ça. Ce serait ASAA'. ASA'. En effet, c'est très différent quand même. Déjà, je peux me dire, et garder pour l'avenir, est-ce que les deux se mélangent? Est-ce que les deux peuvent se mélanger, la petite et la grande forme? Sûrement. Mais peut-être que c'est des auteurs très très spéciaux qui ont su faire des mélanges de la petite et de la grande forme. Sinon, il y a des auteurs qui sont spécialistes de la grande forme et d'autres spécialistes de la petite. Une fois dit que la petite n'est pas moins grande que la grande. Ou bien, il y a des auteurs qui tantôt, de grands auteurs, qui tantôt font un film grande forme et tantôt font un film petite forme. Hein, parce qu'ils aiment bien varier les combinaisons. Et puis peut-être parce que la petite forme, comme son nom l'indique, est souvent moins chère que la grande forme. Elle revient moins chère. Mais ce n'est pas une loi. Il y a des petites formes très très chères, très coûteuses. Il y a des petites formes super production. Mais enfin, c'est plus facile de faire de la petite forme quand on n'a pas d'argent. Bon, mais qu'est-ce que c'est ça? ASA'. Vous voyez que ça renverse, puisque, au lieu de partir de la situation et par un processus assez complexe, qui implique, si vous vous rappelez ce qu'on a vu la dernière fois, des montages d'actions parallèles, toute une série de duels et une réaction sur la situation, toutes choses qui sont très coûteuses du point de vue des décors, du montage et de l'ensemble de la mise en scène. Là, vous partez d'une action et vous ne posez la situation que dans la mesure de ce que cette action en montre. Et ce qui vous est ainsi montré de la situation induit une nouvelle action.
En d'autres termes, la petite forme a quelle caractéristique fondamentale? L'ellipse. Tout à l'heure, pour reprendre mes termes techniques empruntés à Peirce, dans la grande forme, on allait, si vous vous rappelez, du saint-signe à l'indice, c'est-à-dire du milieu au duel. Là, on fait juste le contraire. On va de l'indice à la situation en ellipse. Laquelle situation en ellipse va nous précipiter dans un A', c'est-à-dire une nouvelle action, ou, comme pour tout à l'heure, la répétition de la même. En quel cas, vous aurez ASA. Dans beaucoup de procédés comiques, dans le burlesque, par exemple, vous avez très souvent une formule ASA. Mais ASA, c'est aussi bien ASA', car la répétition élève la chose à une nouvelle puissance, voire procédé constant de la tarte à la crème, ou procédé repris et magnifié génialement par Laurel et Hardy. Bon, mais peu importe. Hein. Voilà donc mon point de départ. Je dirais que la figure de cette formule-là, ce n'est plus la spirale, c'est l'ellipse. En même temps, j'ai l'air de jouer sur les mots. Mais ce n'est qu'une apparence. Car je viens d'employer successivement ellipse en deux sens tout à fait différents. J'ai commencé par dire il y a ellipse parce que vous ne connaissez de la situation que ce que l'action préalable vous en a montré. Et là, j'employais ellipse au sens rhétorique de quelque chose qui manque. L'ellipse, c'est un manque étymologiquement. Et maintenant, quand je dis la figure de cette formule-là, c'est l'ellipse, je glisse, l'air de rien, donc ce serait inadmissible si je ne m'expliquais pas là-dessus. À l'autre sens du mot ellipse, l'ellipse, figure géométrique. Pourquoi le même mot? C'est pas par hasard, puisque l'ellipse, figure géométrique, dérive bien du même mot que l'ellipse manque. À savoir, l'ellipse, figure géométrique est un manque. Manque par rapport à quoi? Ça m'envoie à la théorie des coniques. L'ellipse étant un manque, l'hyperbole étant un excès par rapport au cercle. Ce à quoi je m'engage, c'est pas à ça, parce que ça n'a pas d'intérêt pour nous. Ce à quoi je m'engage, c'est-à-dire qu'on laisse de côté pour le moment, c'est montrer comment, au niveau de cette image cinématographique ASA', les deux sont nécessairement liés, c'est-à-dire une forme elliptique de la succession d'images au sens géométrique et des ellipses dans cette même succession au sens rhétorique. Et comment l'un entraîne l'autre. Vous voyez. Et alors, bon, j'étais parti pour S', j'étais parti d'un exemple que je voulais comme typique, exemplaire. Et j'avais pris le vent de Sjöström, qui semblait représenter la structure S'' à l'état tout à fait pur, mais on a vu qu'il y a confirmation. Je vous rappelle que Le Vent, c'est le premier film que Sjöström fait en arrivant en Amérique. Confirmation de cette attirance du cinéma américain à l'égard de S''. Mais je veux un exemple semblable. Et l'exemple semblable pour ASA', Dieu merci, il est donné par toutes les histoires du cinéma. Et c'est un film célèbre, à savoir L'opinion publique. L'opinion publique de Charlie Chaplin. Le film muet où Charlot ne jouait pas.
et qu'il a mis en scène. Qu'il a mis en scène sans doute irrité par les gens qui disaient qu'il n'avait rien à faire avec le cinéma, qu'il se servait du cinéma, mais que... Et là, il fait ces espèces d'épreuves de metteur en scène, et je crois, c'est pas qu'il invente, on peut toujours trouver des précédents, mais il impose une formule qui, pour l'époque, à l'époque de l'opinion publique, est fondamentalement nouvelle quand même. Il y avait eu des comédies. Avant, c'est des comédies. Il y avait eu des comédies de Cécile B. 2000, de ce type. Bon, mais qui va avoir une importance extraordinaire. Et sur les grands metteurs en scène, une très grande importance. Ce film de Chaplin, L'opinion publique. Et qui est célèbre pourquoi? Là, c'est pour vous faire sentir ce que c'est que ASA'. Exemple. Ces exemples, ils sont très célèbres, ils traînent encore une fois dans toutes les histoires du cinéma. Donc je les récapitule pour que vous suiviez bien. Un train arrive, mais on ne voit pas le train. Quand je disais la petite forme, elle est moins chère, évidemment, c'est moins cher. En plus, Chaplin ne pouvait pas se procurer le type de train qu'il lui fallait. On ne voit pas le train. Qu'est-ce qu'on voit? Le train arrive sur le quai d'une gare, on ne voit que l'ombre, c'est-à-dire l'action du train. L'action, l'effet du train. L'ombre du train qui glisse sur le quai et, image admirable, qui glisse sur, c'est-à-dire la répartition des ombres et lumières qui représente le train, qui glisse sur le visage de l'héroïne qui attend sur le quai. Bon, vous voyez que là, c'est déjà une structure AS. Cette fois-ci, c'est de l'action du train sur le quai et sur le visage de l'héroïne que j'infère une situation à le train arrive. Et elle attend quelqu'un. Deuxième exemple. Vous voyez que c'est une très forte ellipse. Deuxième exemple. Un homme vient chez l'héroïne, Marie. Elle s'appelle Marie, l'héroïne. Hein? Un homme vient chez Marie. Et il va chercher un mouchoir dans la commode. C'est des exemples à citer par Chaplin lui-même. Hein, par Chaplin lui-même qui avait fait le tableau de ce qu'il voulait vraiment faire de nouveau à l'époque. Hein. Il va chercher un mouchoir dans la commode. Tout le monde comprend. C'est lui l'amant. Forte ellipse. C'est d'une action très simple que la situation est inférée. Vous avez structure AS. Autre cas plus complexe, mais du même type, Marie cherche devant son ancien amoureux une robe. Et en cherchant la robe dans l'armoire, dans la commode, dans une commode, elle laisse tomber de la commode un faux col. L'amoureux comprend tout. L'amoureux, il est au premier plan. Marie, il regarde Marie avec amour et elle cherche sa robe, elle, dans l'arrière-plan, et le faux col d'homme tombe. Il comprend tout. Il comprend qu'elle a un amant. Là aussi, AS typique. Bon. Et le film est... Un critique de l'époque emploie l'expression, qui me semble très très bonne, le film procède comme une mosaïque de détails. Mosaïque de détails, c'est-à-dire c'est vraiment ASA'. Elle est bonne et en même temps elle n'est pas bonne. Elle est bonne et elle n'est pas bonne, pourquoi? Je dirais que j'emploierai des termes de mathématiques, quitte à me justifier seulement la semaine prochaine. Termes de mathématiques, je dirais que la formule SAS', la grande forme, est une formule globale et définit une image globale ou un traitement global de l'image action. Et je dirais que la formule ASA' est une formule locale et consiste
en un traitement local de l'image action. Global, local étant des termes que les mathématiciens emploient volontiers dans la théorie dite des fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi je préfère ces mots? Qu'il ne faut pas s'y tromper. Mosaïque de détail, c'est pas tout à fait bon, parce qu'on aurait l'air de croire que la formule A, S, A', elle va d'une partie à une autre partie. Tandis que la formule S, A, S', elle va du tout aux parties. Ce serait une compréhension très insuffisante. Ce ne serait pas faux pourtant, mais ce serait une compréhension très insuffisante. Car je crois que dans les deux formules, il y a formation d'une totalité, mais par deux procédés tout à fait différents. Donc dans la seconde formule aussi, la formule locale, il y aura bien constitution d'un tout, mais par des procédés complètement différents de la totalité SA, S'. Pour essayer d'être encore plus clair, et je voudrais terminer là-dessus, je prends un autre point. Cherchons ensuite, alors, qui c'est les grands auteurs les grands auteurs dans le cinéma ancien, dans le cinéma muet. Après, il y a... je prends un exemple, Lubitsch. Lubitsch, il n'a jamais caché sa dette fondamentale à l'égard de l'opinion publique. Et ce qu'on appelle la touche Lubitsch, là, cette célèbre touche Lubitsch, elle consiste en quoi? Précisément dans un maniement particulièrement malin, particulièrement tendu, particulièrement poussé de la formule A et A'. Ne laissez voir d'une situation que ce qu'en exprime une action en train de se faire. Et les grands effets de Lubitsch viennent de là. Son art de ce qu'on appelle son art du sous-entendu, c'est-à-dire son art de l'ellipse. Autre exemple. Alors, mais est-ce que ça veut dire que c'est des auteurs, ça, bon, de la petite forme? Peut-être, on verra, ce sera un problème. Autre exemple que je veux donner pour que vous y réfléchissiez d'ici la semaine dernière, la prochaine. J'allais dire d'ici, tiens, ce qu'il y a bien. Poudovkine, Tempête sur l'Asie. Il y a une déclaration de Poudovkine qui me frappe beaucoup, de ce grand cinéaste soviétique. Il dit, ce qui a été déterminant pour moi, j'ai su que j'allais faire ce film lorsque s'est imposée à moi l'image suivante. Écoutez bien. On voit un officier anglais, c'est intéressant parce qu'il avait bien l'idée du scénario, de tout ce qu'il voulait dire, mais ça prenait pas. Ce qui lui fait prendre et ce qui lui fait se dire je le tiens mon film, c'est la petite chose suivante. Il imagine un officier anglais, on imagine même que ça puisse être un gros plan, uniquement de bottes, dont les bottes sont très bien cirées et qui marche sur un trottoir très sale et qui marche comme un officier anglais soucieux de ses bottes doit le faire, c'est-à-dire en évitant bien les flaques et en faisant très attention pour que ses bottes restent immaculées. Oh. Plan d'après. Le même, supposons le même gros plan de bottes, mais il traîne les pieds et il marche dans les flaques, tout ça, et ses bottes sont immondes. Et Poudovkine dit, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai typiquement la situation A, S point d'interrogation, A'. La réponse de Poudovkine, c'est que l'officier anglais, entre-temps, a commis une action si contraire à l'honneur d'un officier conscient, que ses bottes et la propreté de ses bottes ne l'intéressent pas puisque son âme est salie. Structure pure ASA'. Est-ce qu'à partir d'exemples aussi minuscules,
je pourrais arriver à l'idée qu'il y a des genres qui répondent particulièrement à la petite forme. Je dirais oui pour en être là et j'en resterai... oui, je pourrais... Il y avait un documentaire Flaherty de la grande forme. C'est le pôle Flaherty. On a vu milieu, situation, action, situation. Je l'ai développé, ça la dernière fois. Je ne reviens pas là-dessus. Contre Flaherty, c'est très vite dessiné ce qu'on a appelé l'école anglaise d'avant-guerre. L'école anglaise d'avant-guerre, avec comme grand théoricien Grierson, qui, elle, élaborait un documentaire de type ASA'. J'expliquerai un tout petit peu. Je fais mes oppositions point par point. Deuxième cas, on avait vu le film psychosocial. S'y oppose petite forme, alors grande forme, le film psychosocial, petite forme, s'y opposerait le film de mœurs, type l'opinion publique. C'est très différent. On avait vu grande forme, le film historique. Petite forme, les Allemands ont un mot pour désigner ça. Le film à costume. Il me paraît très différent du film historique. Et est-ce un hasard si le grand homme du film à costume dans le cinéma allemand, ce fut dans le cinéma muet allemand, ce fut, avant d'arriver en Amérique, ce fut Lubitsch. Grande forme, on a vu le film noir du type Scarface. Petite forme, forcément le film policier. Le film policier, même superproduction, c'est forcément un film petite forme, comment vous voulez autrement, par opposition au film noir. Je dirais le film de gangster, c'est forcément un film grande forme. Le film policier, c'est forcément un film petite forme, puisque vous allez de l'indice. Vous allez de l'indice à la situation. Et enfin, western grande forme, est-ce que ce serait le cas de Ford? Et néo-western petite forme. Mais faisons attention, ça nous fait tout un programme, parce que est-ce qu'on peut identifier ça à la distinction classique entre western épique, d'une part, et d'autre part western tragique ou romanesque? Peut-être pas du tout, peut-être que les deux ne coïncident pas. Peut-être qu'il va falloir reprendre la question du western du point de vue de l'image-action, pour voir ce que c'est que la grande forme et la petite forme. Si bien qu'au point où j'en suis, voyez les possibilités qu'un auteur, par exemple, je prends un cas comme Hawks, il fait tout le temps alterner, comme pour se reposer, il fait alterner des films de grande forme à des films de petite forme. Les plus grands des auteurs, à mon avis, ils arrivent à réunir, alors en un ensemble original, la grande et la petite forme. Mais de très grands auteurs aussi se retrouvent, sont avant tout spécialistes de la grande forme, et d'autres spécialistes de la petite forme. Ça va nous compliquer, là, nos affaires. Mais le problème où nous en sommes, et que j'aborderai directement la prochaine fois, c'est comment opposer et quelle distinction faire entre des lois de la petite forme, que nous n'avons pas vues du tout encore, et les lois de la grande forme telles que nous les avons vues.